Alors bonsoir à tout le monde. Je pense que je suis dans le temps. J'avais dit 18 heures. Donc bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je vois qu'il y a Sarah qui est là, Esther. Donc je vais attendre jusqu'à 18 heures et quoi 10 et je commence. Toi aussi tu es ma juriste préférée. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, aujourd'hui je vais parler de la succession légale. Et j'aimerais que ce soit le plus simple possible, que ce soit simple, que ce soit une discussion conviviale. Donc, je veux pas être longue. Et je vais commencer dans maxi 5 minutes. Donc déjà, pour planter le décor, je vais me présenter. Je suis André Fissalintes, je suis juriste d'entreprise. Et aujourd'hui, je viens un peu vous parler de la succession, mais avant toute chose, parler de ma page. Je l'ai créée, ça fait maintenant une semaine. Et le but de cette page, c'est surtout de vulgariser le droit, de permettre à tout le monde d'avoir des notions de droit, de pouvoir connaître, on va dire, ce qu'au minimum un citoyen doit connaître. Et on a pour habitude de dire que le droit, c'est un peu barbant, que c'est long, il y a trop de procédures, que c'est difficile. Et cette page, en fait, vient pour vous montrer qu'en fait, le droit, c'est pas sorcier. Non, je ne ferai pas deux directs. Je ferai un seul direct et il sera sur Facebook. Vu que Facebook enregistre les directs, après, je pourrai le poster, si possible, sur Instagram. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais commencer déjà. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la succession légale. Pourquoi? Pour ceux qui me suivent depuis Instagram, j'avais fait un premier direct où j'avais parlé des régimes matrimoniaux. Et la majorité des questions qui me revenaient, bizarrement, tournaient autour de la succession. Donc, c'est surtout pour ça que j'ai choisi ce thème et que j'ai voulu le traiter aujourd'hui. Donc, déjà, je veux planter le cadre et dire que ce direct ne vient pas pour répondre à la polémique qui est actuellement en vogue sur Facebook. Bien au contraire, il vient pour répondre à un besoin de tout citoyen, en fait, de connaître son droit en matière de succession. Ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que au niveau des successions, surtout au niveau de l'ordre des successibles, il y a eu une modification en 2019, en juin 2019. Ce qui a normalement été bénéfique pour la femme, surtout pour le conjoint survivant. Parce que quand on dit conjoint survivant, c'est la femme et aussi c'est l'homme. D'une définition simple, on va dire que la succession, tout simplement, c'est la transmission des biens, la transmission du patrimoine du défunt à ses successibles. Donc, on parlera de succession dans ce cas-là. Et il faut savoir qu'on ouvre la succession dans le cas de la mort de la personne ou d'une déclaration judiciaire de décès en cas d'absence ou de disparition. Voici les deux cas dans lesquels on ouvre la succession. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la succession légale parce que, d'une manière générale, il y a beaucoup de personnes, surtout en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas encore la culture du testament. Vous voyez, parce qu'il y a la succession légale, c'est-à-dire l'ordre que la loi prévoit. Comment, en fait, sera organisé le partage des biens d'une personne qui n'a pas de testament.
Et il y a la succession testamentaire. Dans le cas où vous avez prévu, alors il y a une autre manière de partager. Aujourd'hui, pour vraiment être concise, je vais parler uniquement de la succession légale et essayer de répondre aux questions les plus rapides. Pour les autres, je vais permettre aux personnes de m'écrire sur ma page en privé, peu importe le réseau, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, enfin, peu importe le réseau où vous me suivez le plus, vous pourrez m'écrire là-bas et je pourrai ainsi vous répondre. Donc voilà. Donc je vais revenir rapidement. Je disais qu'il y a deux cas d'ouverture. Donc, soit c'est la mort, au cas de mort de la personne, ou en cas de déclaration judiciaire de décès, en cas d'absence ou de disparition, on ouvre la succession. Donc voilà. Maintenant, si la personne décède, que vous partez et que vous faites le certificat de décès, que vous souhaitez ouvrir la succession, il faudrait savoir déjà que vous avez le droit d'accepter ou de refuser d'être héritier. Même si vous êtes, on va dire, enfant de la personne, même si vous êtes peut-être un parent et tout, vous avez ce droit-là. Et le délai de prescription est de 5 ans maintenant. Il faut savoir aussi que lorsque vous décidez d'être héritier, il y a deux catégories. Vous voyez, il y a l'acceptation qu'on appellera acceptation express, c'est-à-dire que vous avez fait un acte authentique. Vous allez aller, par exemple, si c'est chez le notaire, vous allez faire un acte de notoriété et qui va prouver en fait que vous avez accepté réellement d'être héritier. Si c'est au tribunal, on parlera plutôt du certificat d'hérédité. Pour le cas du notaire, il faut signaler que dans la pratique, on va potentiellement vous demander de venir avec 2 témoins. C'est-à-dire, vous pouvez prendre peut-être un ami, des voisins, c'est-à-dire 2 personnes qui vont attester effectivement que vous êtes l'héritier de X et vous allez voilà, hériter. Pour une question de suivi, je ne vais pas répondre d'abord aux questions. Je vais finir de parler et ensuite je reviendrai du mieux que je peux sur les questions. Donc voilà. Donc je disais que voilà, vous allez venir avec 2 personnes qui seront censées être comme des témoins devant le notaire qui vont attester qu'effectivement vous devez hériter et vous êtes héritier d'eux. Vous voyez. Ça c'est le cas où vous faites une acceptation express. On parlera de tacite alors lorsque c'est par vos actes, par exemple, par votre comportement, on pourra déduire que vous avez accepté ou pas. Si vous vous permettez, en tant que, on va dire, potentiel héritier, de vouloir disposer, quand disposez de vouloir vendre un bien qui est inclus normalement dans la succession, le juge sera en droit de déduire que c'est parce que vous vous considérez héritier que vous voulez le faire. Donc, ça sera un peu une acceptation tacite. Mais à contrario, si vous faites seulement des actes conservatoires, c'est-à-dire par exemple, si vous décidez en tant qu'enfant de prendre en charge les frais funéraires de votre papa ou de votre maman, ça ne voudra pas dire automatiquement pour le juge ou pour le notaire que vous avez accepté d'être héritier. Non, pas du tout. Les actes conservatoires ne veulent pas, en aucun cas, en tout cas selon la loi, dire qu'une personne a accepté. Donc, vous avez un délai de 5 ans pour vous prononcer là-dessus. Passé ce délai-là, on sera en droit de considérer que vous avez accepté d'être héritier. Vous voyez. Donc, évidemment, vu qu'on parle d'accepter, vous avez également le droit de refuser de l'être, de renoncer d'être héritier. Et dans ce même délai-là, vous avez 5 ans. Mais, à contrario, c'est que accepter encore, on peut dire que ça peut être tacite, comme je vous ai expliqué. On peut analyser votre comportement et tout. Alors que non, la renonciation, elle doit être signifiée. C'est-à-dire vous devez aller au tribunal et indiquer que vous renoncez à cette succession. Que vous ne voulez pas succéder pour vos raisons personnelles. Ça peut être peut-être parce que vous trouvez que ce dont vous allez hériter là, le passif même dépasse l'actif. C'est-à-dire il y a plus de dettes que de choses à gagner. Donc, personnellement, vous ne voulez pas. Et c'est votre droit le plus absolu. Et en petit conseil, ce que moi je pourrais dire, c'est que si vous devez hériter, il serait bien, au lieu d'accepter simplement et purement, c'est-à-dire au lieu de seulement partir dire oui, je veux être héritier, il serait bien que vous demandez ce qu'on appelle un bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire que vous allez permettre au notaire, par exemple, de vous donner une idée large sur tous les biens qui sont constitués dans le patrimoine, c'est-à-dire tout ce dont vous allez potentiellement hériter. Et le premier avantage déjà, c'est que vous serez limité, c'est-à-dire les dettes qui seront affrétées aux biens qui vont vous revenir là. C'est seulement ça que vous allez payer.
Vous voyez. Déjà, vous savez dans quoi vous vous mettez. Si on parle en français courant, vous savez dans quoi vous vous mettez. Et en plus de ça, vu que vous savez, vous pouvez dire, bon, moi, personnellement, voilà, vu qu'on a fait l'inventaire, je pense que ce n'est pas à mon avantage. Je préfère laisser les biens là au créancier de mon père ou au créancier de ma mère, enfin au créancier du défunt. Un autre avantage aussi, c'est que si vous faites le bénéfice, si vous demandez le bénéfice d'inventaire, ça sera beaucoup plus facile pour vous de faire, de scinder en fait, entre les biens que vous allez intégrer, les nouveaux biens, c'est-à-dire les biens dont vous allez hériter, qui vont intégrer votre patrimoine, et les biens que vous avez déjà. Parce qu'il faut comprendre que quand tu acceptes une succession, tu acquiers les biens du défunt. Donc, facilement, il peut y avoir une confusion de biens, une confusion de patrimoine. En faisant le bénéfice d'inventaire, vous aurez une idée plus large. Vous verrez clairement ce dont vous héritez. Vous verrez clairement quelles sont les dettes qui vous attendent et quels sont potentiellement aussi les avantages, parce qu'une succession ne sera pas forcément que des dettes ou quelque chose du genre. Donc voilà, c'est ce que dans un premier temps, j'aimerais que chacun retienne sur les possibilités qu'il a en matière déjà d'héritier. Maintenant, si on va prendre le cas où vous avez accepté, c'est-à-dire vous avez accepté soit de façon tacite, soit de façon expresse d'être héritier. Il faut savoir que même si vous voulez, il y a ce qu'on appelle la capacité successorale. C'est-à-dire que déjà, la loi définit que pour pouvoir hériter d'un bien, c'est-à-dire pouvoir hériter du patrimoine d'un défunt, il faut exister au moment de l'ouverture de la succession. Donc, on va prendre le cas où c'est déjà fait, vous existez, vous êtes là. Donc, à contrario, on va exclure, c'est-à-dire, on va exclure de ce champ-là des personnes qui peuvent hériter ceux qui ne sont pas encore conçus. Je prends un cas, c'est-à-dire vous êtes une femme, vous êtes mariée et tout, et votre mari décède, vous voyez, avant le décès ou avant même l'ouverture de la succession, vous n'êtes pas enceinte. Vous voyez, vous n'êtes pas enceinte. Et si après, on va dire, vous rencontrez quelqu'un d'autre, même si la succession n'a pas été totalement liquidée, que vous rencontrez quelqu'un d'autre, et qu'en plus de cela, quand on calcule le délai de validité, c'est-à-dire c'est le délai de 300 jours à observer pour la conjointe, en fait, pour pouvoir facilement établir la filiation. Donc, quand on regarde ce délai-là, on voit que vous êtes hors délai. Vous ne pourrez pas revenir dire non, comme c'était mon mari et tout, je veux que l'enfant intègre sa succession. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, on va exclure d'office les enfants qui ne sont pas enfants, enfin l'être qui n'est pas encore conçu au moment de l'ouverture et celui qui n'est pas né viable. C'est-à-dire, même si vous êtes enceinte, par exemple, si vous êtes enceinte pendant que la succession s'ouvre, il n'y a pas de souci, votre enfant est déjà héritier. Mais si l'enfant ne n'est pas viable, c'est-à-dire si l'enfant ne survit pas, il ne pourra pas hériter, en fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que si vous existez, déjà, c'est la première condition. Mais vous existez, c'est vrai, mais vous pouvez être frappé d'une indignité successorale. C'est simple, en fait. C'est-à-dire, la première cause d'indignité, c'est-à-dire celle qui est obligatoire, c'est si vous êtes condamné pour meurtre ou pour coup mortel ou tentative de meurtre, en fait, à l'endroit du défunt. Je précise sur condamné parce que si il y a, on va dire, si vous êtes poursuivi et que finalement, au cours du procès, on vous acquitte, il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas jugé indigne. Mais si vous êtes condamné parce que vous avez soit tenté de tuer le défunt, soit vous l'avez tué, ou vous lui avez porté des coups mortels, je pense que c'est logique et clair que la loi vous exclut d'office pour cause d'indignité de la succession. En cas de sévice ou d'injure grave proférée à l'endroit du défunt, là c'est facultatif par contre. C'est-à-dire que quand on dit sévice, injure grave, si peut-être vous avez eu des altercations, vous avez vraiment comment je vais dire ça, des relations assez tendues avec le défunt et tout, et que le juge appréciera ça comme étant des injures graves, des sévices et tout, il peut souverainement, le juge étant souverain, décider de votre indignité. Mais là, c'est vraiment laissé à l'appréciation du juge. Alors qu'en cas de condamnation, ce n'est pas laissé à l'appréciation du juge. Si vous êtes condamné pour meurtre, si vous êtes condamné pour tentative de meurtre à l'endroit du défunt, d'office, vous ne pouvez pas hériter de cette personne-là. Troisième chose, en fait, c'est pour des actes, en fait, qui portent atteinte à l'intégrité, à l'honneur,
à l'intérêt en fait du défunt ou de sa famille. Ce genre d'acte-là, le juge pourra apprécier et voir si vous devez être jugé indigne ou pas. Ce qu'il faut savoir au niveau de l'indignité, c'est que, en premier lieu, déjà, l'indignité peut être soulevée à tout moment au cours de la procédure en fait de succession. C'est-à-dire, je peux avoir un frère que moi je juge indigne, on ouvre la succession et moi je signale au juge que voilà, moi je trouve que mon frère ne devrait pas hériter parce que du vivant de notre père, il a eu des actions, il a porté des injures, des trucs en tout cas que moi je trouve indignes, vous voyez. Il a eu des injures graves, des choses du vivant de mon père. Moi, je trouve que logiquement, mon frère ne devait pas hériter. Et donc, le juge va apprécier cela. Mais, si mon frère, vu qu'on est dans un exemple, si mon frère arrive à prouver que du vivant de notre père ou de notre mère, selon le défunt en fait a accordé le pardon. C'est-à-dire que si mon frère arrive à prouver que, parce que c'est notre père, qu'avant de mourir, c'est vrai, il reconnaît qu'il a eu des actes qui peuvent vraiment être source, qui peuvent vraiment causer son indignité. Mais s'il arrive à montrer que voilà, avant de mourir, mon père m'a pardonné, le pardon de la victime, en fait, annulera l'indignité. Vous voyez. Et un autre point à souligner, surtout, c'est que l'indignité, on ne la transfère pas. Je veux dire, si moi, je suis indigne, ma fille ou mon fils peut venir à ma place à la succession. C'est ce qu'on appelle la représentation. Mais, à contrario, je n'aurai pas le droit de jouir du bien ou des biens dont ma fille ou mon fils va hériter. Donc, ça veut dire que si moi, par exemple, je devais venir à la succession et que j'ai été jugée indigne et que normalement, quand on a fait le partage, je devais hériter d'une maison, en représentation, ma fille peut venir et ma fille va hériter de la maison. Vous voyez. Mais, selon la loi, je ne dois pas jouir de cette maison. Je n'ai pas ce droit-là parce que j'ai été jugée indigne. Vous voyez un peu la nuance. Donc, c'est ce qu'il faut retenir déjà dans un premier temps. Avant qu'on puisse parler déjà de l'ordre des successifs, parce que je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde. Qui hérite à la place de qui hérite avant qui. Mais je pense que c'est vraiment important de savoir cela. Parce que vous pouvez être dans une situation où vous perdez un parent, on ouvre la succession et tout. Il y a une personne que vous savez qui logiquement, selon ce que je viens de dire, c'est-à-dire quand vous regardez peut-être les rapports, quand vous regardez tout ce que la personne a pu faire au défunt, vous jugez déjà selon votre appréciation que la personne ne devrait pas être héritier. Donc, je vais vous faire comprendre que vous avez le droit de signifier cela au juge et souverain qu'il est, il pourra apprécier s'il va juger que cette personne est indigne ou pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir par-dessus tout, c'est que quand vous n'avez pas de testament, parce que là, je prends le cas où il n'y a pas de testament, la loi organise d'office, en fait, comment se passe la succession. Qui vient avant qui, comment se fait le partage. Donc, avant de prendre les cas de figure pour que vous compreniez mieux, je vais vous donner déjà l'ordre selon l'article 26. C'est qu'en premier ordre viennent les descendants du défunt et le conjoint survivant. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont là depuis le début, par conjoint survivant, il faut comprendre la femme ou le mari qui est en vie. Vous voyez. Donc, le premier ordre, c'est cela. Les descendants sont les enfants et aussi les petits-enfants, vu qu'ils peuvent venir en représentation. Donc, ça, c'est le premier ordre. Le deuxième ordre, ce sont les ascendants, c'est-à-dire les parents du défunt. Vous voyez. Eux, on les appelle les ascendants privilégiés. Maintenant, les grands-parents, les aïeux et tout ça, eux, on les appelle alors les ascendants ordinaires. Vous voyez. Et le troisième ordre, ce sont les collatéraux, c'est-à-dire les frères et sœurs. Eux, ce sont les collatéraux privilégiés. C'est l'appellation en fait pour les frères et sœurs. Maintenant, les oncles, les tantes, les nièces et autres là, eux, ce sont les collatéraux ordinaires. C'est-à-dire, voilà. Eux, ce sont vraiment, on va dire, le dernier des derniers recours. Donc, en pratique, comment ça se passe? Je vais essayer de prendre un cas. On va prendre une famille, je ne sais pas, on va dire peut-être la famille Billet. Voilà. Donc, on va prendre le cas de la famille Billet. Monsieur Billet décède, il laisse une femme et 2 enfants. Donc, dans ce cas-là, comment on va se faire? Même si on va dire il a des parents, hein, je précise que monsieur Billet est décédé, mais son père vit, sa soeur vit, sa tante vit, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer vivre, mais
il a laissé sa conjointe et ses 2 enfants. Le partage se fera comme suite. 75%, c'est-à-dire 3/4 pour les enfants. Et 1/4, c'est-à-dire 25% pour le conjoint survivant. Vous voyez. Donc, à ce premier ordre-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un décède et qu'il laisse des enfants, la conjointe survivante, là, c'est sa femme légale. C'est-à-dire, ou son mari selon la loi. Ici, on parle du mariage purement juridique, selon la définition, c'est-à-dire le mariage de l'homme et de la femme célébré par un officier d'état civil. Donc, on exclut toute autre forme de mariage. Là, on parle vraiment de son conjoint de vie, c'est-à-dire son conjoint devant la loi. Donc, le conjoint devant la loi va avoir 25% et les enfants, c'est-à-dire les 2 enfants vont se partager, en fait, les 75%. Ça, c'est le premier cas d'espèce. Maintenant, on va prendre le cas où M. Billet est décédé, sa femme est prédécédée, c'est-à-dire que sa femme est déjà décédée. M. Billet était veuf, vous voyez, et sa femme était déjà décédée, lui, il vient de mourir et il laisse ses 2 enfants. Dans ce cas-là, les enfants héritent de tout. En fait, les descendants, ils annulent le reste. Les enfants héritent de tout. C'est-à-dire, au moment de l'ouverture de la succession, 100% de la succession revient aux enfants. Voilà. Maintenant, on va prendre un 3e cas. C'est-à-dire le cas où M. Billet, il décède, mais sa femme reste en vie et ils n'ont pas eu d'enfants. Dans ce cas-là, alors, la femme et les ascendants privilégiés et les parents de M. Billet vont hériter. Vous voyez. Donc, la femme aura la moitié, enfin la femme ou l'homme. Il ne faut pas qu'on dise que je suis sexiste. Mais en tout cas, vous voyez, c'est-à-dire le conjoint survivant aura la moitié et les ascendants privilégiés, c'est-à-dire les parents de M. Billet auront la moitié. Maintenant, il y a une petite spécificité. C'est qu'au niveau des parents, il va se passer en fait ce qu'on appelle une fente. C'est-à-dire que pour Madame Billet, il n'y a pas de souci. Elle aura la moitié, vous voyez. Maintenant, au niveau des parents, on va diviser l'autre moitié là en 2. C'est-à-dire la ligne paternelle aura sa part et si on prend la moitié, c'est-à-dire on va prendre un chiffre pour que ce soit plus simple. On va dire que c'était 1 million. Donc, on a donné 500 000 à sa femme. Et donc, les 500 autres 1000 reviennent aux parents. Donc, on va donner 250 000. Oui, on va donner 250 000 en fait au père et 250 000 à la mère, à la ligne. Je précise ligne parce qu'il peut y arriver que le père, par exemple, de M. Billet n'est plus. Vous voyez. Et quelqu'un, c'est-à-dire la personne qui est plus proche de cette ligne-là, on va prendre que son frère a envie. Si son frère a envie, son frère va venir pour prendre la part du père de M. Billet et le reste, en fait, va rester à la mère. C'est ce qu'on appelle, en fait, la fente. Vous voyez. Donc, pour récapituler rapidement, on était dans un cas où M. Billet est décédé et il n'a pas laissé d'enfant. Donc, dans ce cas-là, le conjoint survivant a pris la moitié et les ascendants privilégiés ont pris la moitié. Vous voyez. Maintenant, on va prendre le cas où M. Billet est décédé, il n'avait pas d'enfant, il n'était pas marié. Dans ce cas-là, ce sont les ascendants privilégiés qui auront la moitié et les frères et sœurs auront la moitié. Maintenant, au niveau des frères et sœurs, il y a une spécificité aussi. C'est-à-dire qu'on va faire la différence entre les frères et sœurs consanguins, les frères et sœurs utérins et les frères et sœurs germés. Bon, pour un français plus simple, ça veut dire que on va faire la différence entre ceux qui ont même père, même mère. Vous voyez? Entre ceux qui ont même père, même mère. Entre ceux qui sont frères que de même mère et ceux qui sont frères, par exemple, que du même père. Maintenant, ceux qui sont frères et sœurs, même père, même mère, gagnent dans les 2 lignes. Bon, on reprend notre cas. Donc, M. Billet est décédé. Il n'a pas laissé de femme, pas d'enfant. Et on va prendre le cas où ses enfants même n'ont pas fait d'enfants, pour ne pas qu'il y ait de représentation. Et la succession va être dévolue entre ses parents à lui et ses frères et sœurs. Pour les parents, j'ai déjà expliqué le système de l'enfant. Donc, on va dire que les parents vont se partager. On va dire, si c'est 1 million, partons de 1 million. Donc, les parents auront 500 000.
Vous voyez. Maintenant, on va supposer qu'il a peut-être 3 frères et sœurs. Voilà. Et qu'il y a 2 qui sont de même père, même mère. Et peut-être il y a un qui est seulement du côté du père. Vous voyez. Donc, déjà, on va diviser en 2. C'est-à-dire, on va prendre ceux qui sont de même, c'est-à-dire ceux qui sont du côté du père, ceux qui sont du côté de la mère. Donc, celui qui est seulement du côté du père, par exemple, là, il ne va prendre que dans cette branche-là. Si c'est 500 000, on va diviser 250 000, 250 000. Donc, on va prendre des noms pour que ce soit plus facile. Donc, on va dire, par exemple, Anna, Mathieu et Georges. Vous voyez. Donc, on va supposer que c'est Georges qui est seulement son frère, en fait, du même père, mais ils n'ont pas la même mère. Donc, quand on va diviser déjà, on va mettre 250 000 ici, 250 000 ici. Celui, par exemple, qui est de même père, même mère, gagnera dans les 2 lignes. Vous voyez. C'est-à-dire, quand on va faire le partage, on va dire, bon, pour ceux qui sont de même mère, déjà, on vous donne 250 000. Donc, les 2 premiers seront là-bas, sauf Georges. Vous voyez, donc les 2 premiers vont déjà se partager les 250 000. Maintenant, au niveau du père, les 3 vont se partager en fait le reste des 250 000. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc, ça veut dire que la première branche là, on va diviser par 2 parce qu'ils ne sont que 2. Elle est du côté du père. Mais, elle est du côté de la mère plutôt. Mais au niveau du père, on va diviser par 3. Parce que là-bas, Georges va se rajouter. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, si on prend le cas où M. Billet est décédé, il n'a pas laissé d'enfant. Il y a quelqu'un qui va me poser la question, je pense que je dois revenir dessus. Au niveau des descendants, en fait, on ne fait pas de distinction entre l'enfant légitime, l'enfant naturel ou l'enfant adultéré. Au niveau de la succession, ces enfants-là ont les mêmes droits. C'est-à-dire, on ne va pas dire que, par exemple, comme toi, tu es enfant illégitime, tu prends plus que l'autre. Au niveau de la succession, ils ont les mêmes droits. Le partage se fera à part égale et à tête égale. Donc, je pense que je devais revenir là-dessus. Donc, je disais que si on prend le cas où il n'a pas d'enfant, ses enfants n'ont pas laissé d'enfant, il n'a pas de conjoint survivant, il n'a pas de parents, il n'y a personne dans la ligne, c'est-à-dire qu'il peut venir en fait, qui est proche du père ou de la mère, on va dire qu'il n'y a pas de tante, il n'y a personne en fait. Dans ce cas précis-là, les frères et les sœurs héritent de tout. Vous voyez. C'est-à-dire, quand on élimine la première ligne, on élimine les descendants, on élimine le conjoint survivant, on élimine encore les ascendants privilégiés et ordinaires, on élimine tout cela, il va rester que les frères et sœurs. Et dans le cas où, par exemple, parmi les frères et sœurs, il y a une personne qui est décédée, son enfant peut venir en représentation. Voilà. Maintenant, dans le cas où il n'y a personne, c'est-à-dire quand on fait l'arbre généalogique pour, par exemple, pour le notaire, quand il cherche, il voit, on cherche, par exemple, on ne trouve pas d'enfants, on ne trouve pas de frères et sœurs, on ne trouve pas de parents et tout. Dans ce cas-là, la succession va être dévolue jusqu'au 6e degré au niveau des collatéraux. C'est-à-dire, maintenant, on va voir maintenant les oncles, les tantes, les nièces, les neveux, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer jusqu'au 6e degré. Voilà. Donc, franchement, j'espère que j'ai été assez explicite parce que c'est surtout ça que je voulais que les gens retiennent. C'est qu'il y a ce ordre-là qui est préétabli. Maintenant, quelqu'un me demandait quand je parlais de ce thème-là que, bon, et dans le cas où on ne trouve pas d'héritier, c'est-à-dire, on ouvre la succession, la personne est décédée, mais il n'y a personne qui vient réclamer. Dans ce cas-là, l'État peut hériter de la personne. Vous voyez. Mais il faut 2 conditions. La première, il faut que la succession soit ouverte en Côte d'Ivoire. Vu qu'on est dans le droit ivoirien, il faut que la succession soit ouverte ici. La deuxième condition, déjà, il faut que la succession soit vacante, c'est-à-dire qu'il n'y ait personne qui la réclame. Mais l'État ne va pas venir du coup, vu qu'il n'y a personne, et puis l'État va prendre. Ça ne se passe pas comme ça. Dans la pratique, c'est que quand la succession est vacante, on va nommer ce qu'on appelle un curateur. C'est-à-dire qu'il sera nommé en fait par l'État. Et le curateur, quel sera son rôle dans un premier temps? Son rôle dans un premier temps sera déjà de rechercher tous les héritiers. De les rechercher pour qu'ils puissent vraiment venir prendre part à leur héritage. S'il cherche les héritiers qu'il ne trouve pas, la première chose, il va déjà essayer d'apurer les dettes. C'est-à-dire,
vu que normalement la personne était là, il avait son actif, mais certainement qu'il avait des créanciers. Donc, il va essayer déjà d'apurer les dettes et tout, de rembourser les créanciers. Et on parle justement d'un cas où il n'y a pas de testament. Sinon, s'il y a un testament, il va libérer les legs et tout ça. Et bon, quand il finit tout ça, le reste, ce qui reste là, on va considérer alors que c'est le patrimoine restant. Dans le deuxième cas aussi, il peut y arriver qu'il y a plus de dettes même que d'actifs. Donc, dans ce cas-là, il va essayer, il va faire du mieux qu'il peut, il va rembourser les dettes. Et dans le cas contraire, on va dire que la succession restera, mais elle sera déficitaire en fait. Vous voyez. Et troisième cas où la curatelle va prendre fin, c'est dans le cas où finalement, on retrouve les héritiers. Donc, si pendant que la succession est vacante et que le curateur est en pleine inspection, si on retrouve les héritiers, on dira donc tant mieux. Maintenant, dans le cas où on ne retrouve pas les héritiers, pour que l'État maintenant puisse posséder le bien ou le patrimoine de cette personne-là, il va faire ce qu'on appelle un envoi en possession. C'est-à-dire, c'est le moyen qui va permettre à l'État maintenant de pouvoir toucher, de pouvoir bénéficier du patrimoine du défunt. Donc, ça se fait au tribunal. Il va faire un envoi de possession de l'héritage. Et le juge aura 3 mois pour statuer. Et dans ces 3 mois-là, il y a une obligation, c'est-à-dire il y a une condition de forme. C'est-à-dire, durant ces 3 mois-là, le curateur doit faire 2 publications en l'espace de 10 jours dans des journaux en fait d'affiches officielles et tout ça, pour signifier que telle succession en fait est en train de subir en fait un envoi en possession. Est-ce que tu peux la curatelle? En fait, la curatelle, c'est un mécanisme. C'est-à-dire, c'est quand, je vais prendre un exemple simple. On choisit quelqu'un qui sera chargé, en fait, de s'occuper du patrimoine. Ce qu'un héritier devait faire, c'est-à-dire, s'il y avait une personne qui héritait du bien, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait prendre le bien, il allait libérer les dettes, il allait garder l'actif, il allait peut-être même, je ne sais pas, investir dedans. En fait, le curateur, lui, dans un premier temps, comme je l'ai dit, sa première vocation déjà, c'est de rechercher les héritiers. Dans le cas où il n'y a pas d'héritier, alors, il s'occupe déjà de ce qu'il faut liquider dans le patrimoine. C'est ça, en fait, la curatelle, dans ce cas précis. C'est ça le rôle du curateur. Donc, j'ai dit que quand il va finir et qu'il n'y a pas d'héritier et que l'État doit rentrer en possession maintenant de ce patrimoine-là, on va faire maintenant un envoi en possession. C'est-à-dire, on va aller au tribunal et dire que bon, voilà, il va expliquer tout ce qu'il a fait. Voici tous les mouvements qu'il y a eu concernant ce patrimoine-là. Donc, pour que l'État puisse hériter de ce patrimoine-là, je veux faire l'envoi en possession. Donc, pendant que l'envoi est ouvert, comme j'ai dit, il est d'une obligation de faire 2 publications dans un espace de 10 jours, dans des journaux. Par exemple, ça peut être dans Fraternité Matin, ça peut, enfin, dans un journal en fait, qui fait des annonces officielles, des annonces légales, pour préciser en fait qu'il y a tel patrimoine de tel homme ou de telle femme et tout. Les héritiers n'ont pas encore été retrouvés et tout ça, l'envoi en possession se fera. Tout héritier, par exemple, est amené à se déclarer. Donc, il y a 3 mois pour cela. Si après les 3 mois, le juge statue et qu'il dit que bon, l'envoi en possession est fait et que l'État bénéficie du bien et que ces conditions de forme-là, c'est-à-dire la publication a été faite, l'héritier qui vient après ne pourra pas s'en prévaloir. Parce que tout a été fait dans les normes, la publication a été faite, les recherches ont été faites et tout ça, l'héritier ne s'est pas déclaré et donc voilà. Maintenant, à contrario, si le curateur ne l'a pas fait, peut-être, je ne sais pas, peut-être par erreur ou bien de mauvaise foi, il ne l'a pas fait, il n'a pas fait d'annonce et qu'on a fait l'envoi en possession et qu'après, un héritier se rend compte qu'il a été lésé dans son droit, il peut demander des dommages et intérêts à l'État. Il est clairement dans son droit de demander des dommages et intérêts à l'État parce que voilà, il peut dire que l'accusation était ouverte en fait et s'il justifie d'un intérêt légitime, c'est-à-dire qu'il montre clairement qu'il était déjà dans les capacités d'être au courant que telle personne était décédée, qu'il était un héritier de cette personne-là et qu'en plus de ça, il n'y a même pas eu de publication qui a été faite. Voilà. Dans ce cas-là, l'État va lui donner des dommages et intérêts. Donc voilà. Donc en gros, j'aimerais surtout que c'est ce qu'on retienne. C'est que au niveau des successions légales, c'est ce qui se fait dans la pratique. Quand peut-être que vous apprenez que quelqu'un
est décédé et qui n'a pas laissé le testament, c'est comme ça en fait que la loi organise là. Pour faire une petite ouverture sur certainement une vidéo que je ferai, parce que je ne vais pas faire encore une autre direct sur les successions, mais une vidéo où je vais parler des donations et des legs, c'est-à-dire du cas où il y a un testament. Il faut savoir que même quand il y a un testament, la loi prévoit ce qu'on appelle une réserve légale. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a des descendants, par exemple, qui a des enfants, même s'il veut faire des legs, c'est-à-dire il veut donner quelque chose précisé dans son testament, qu'il donne X ou Y à telle personne, s'il y a un enfant, la valeur du legs qu'il va faire là ne doit pas excéder le quart de tout, c'est-à-dire de tous ses biens. Parce que là, on est purement dans le côté purement, c'est-à-dire de la procédure et tout. Mais dans la pratique, on ne va pas regarder un bien et puis automatiquement dire que ce bien-là vaut X ou ce bien vaut Y. On va prendre des experts qui seront chargés maintenant d'évaluer la valeur de chaque bien pour qu'on puisse définir totalement quelle est la valeur en fait du patrimoine qu'on doit partager. Donc, il faudrait que le bien que, par exemple, le défunt va exclure, c'est-à-dire extraire de la réserve légale, ne puisse pas dépasser le quart du total des biens s'il y a un enfant. Enfin, s'il y a un enfant ou s'il y a le descendant d'un de ses enfants et tout. Maintenant, dans le cas où il n'a pas d'enfant, les legs qu'il va faire ne doivent pas dépasser la moitié. C'est-à-dire que s'il veut donner quelque chose à quelqu'un, s'il n'y a pas d'enfant, c'est-à-dire s'il reste juste par exemple un ascendant, le conjoint survivant ou les frères et sœurs, le total, quand on va prendre son testament et on va regarder tout ce qu'il a donné et tout, à titre universel ou à titre particulier, tout ce qu'il a donné, quand on va faire le quota, on va évaluer cela et on va se rassurer en fait que voilà, ça ne dépasse pas la moitié, donc voilà, on est bon. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que implicitement, en droit ivoirien, on ne peut pas d'office déshériter un enfant. Donc, bon, c'est un peu un clin d'œil aux parents, souvent pour t'effrayer, ton papa peut te dire, mais si tu continues comme ça, je vais te déshériter. On ne peut pas d'office, c'est-à-dire de son propre gré, dire que mon enfant X, on ne peut pas déshériter. À moins qu'il ne soit prouvé au moment de l'ouverture, par exemple, ou qu'il ne soit soulevé ça au moment de l'ouverture que tel descendant est indigne. Là, c'est autre chose. S'il est frappé de l'indignité, c'est autre chose. Mais d'office comme ça, la réserve légale est là en fait pour protéger les intérêts des descendants, surtout eux, des enfants en fait. C'est surtout la priorité du législateur. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Et si vous avez des questions assez voilà, par rapport à ce que j'ai dit et tout, vous pouvez me les poser. Maintenant, si vous avez des questions assez particulières par rapport à une situation que vous avez vécue concernant une succession et tout, si vous avez un cas assez particulier, vous pouvez me contacter en privé et je me ferai le plaisir de vous répondre. Donc voilà. Si vous avez des questions, je vous attends. Questions éventuellement. S'il n'y a pas de questions, il y a quelqu'un qui a demandé par rapport aux enfants hors mariage. Oui, en fait, je disais que les enfants hors mariage héritent au même titre que ceux qui sont dans le mariage. Je pense que j'ai répondu. J'ai dit que la loi ne fait pas de différence. Les enfants hors mariage héritent au même titre que les enfants légitimes, en fait. J'ai répondu à sa question. Peut-être que je vais remonter pour voir s'il y avait une autre question. Oui, quelqu'un a demandé, est-ce que pour qu'il y ait un curateur, il y a un délai? Oui, le délai de prescription est de 5 ans. Le thème, en fait, aujourd'hui, Zénaba, c'est la succession légale en droit ivoirien. C'est le thème du jour. Donc, voilà. S'il n'y a pas de questions, je suppose que j'ai été suffisamment claire. Donc, ça me fait plaisir. Donc, ça veut dire que pour ceux qui ont suivi depuis le début, juste savoir pour... Donc, pour répondre à ta question, Ophélie,
Je vais te ramener au texte, tout simplement, qui dit que le premier ordre des successibles, ce sont les descendants et le conjoint survivant. Donc, dans le cas précis d'Arafat, alors on verra bien s'il a des descendants, s'il a un conjoint survivant, c'est à ces personnes-là, en fait, que sera dévolue la succession. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on est bon. Je suis dans mon timing. Je m'étais dit maximum 1 heure. Donc, je suis dans mon timing. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire merci de m'avoir écouté. Et comme je l'ai dit, pour les cas particuliers, mon inbox est ouvert. Du mieux que je peux, je vous aiderai. Merci de m'avoir suivi. Merci de partager aussi ce direct pour permettre à d'autres personnes d'avoir les informations que vous avez eues. Et je vous dirai, il y a quelqu'un qui a demandé les régimes. Non, les régimes matrimoniaux n'influencent pas tellement parce que avant d'ouvrir la succession, en fait, on dissout le régime. Bon, on va prendre un cas simple. C'est-à-dire que, prenons toujours la famille Billet. Monsieur Billet est marié sur le régime de la communauté de biens. Et il décède. Et il a ses enfants. Vous voyez. On va compliquer le cas même. C'est-à-dire monsieur Billet décède et il est marié sur la communauté de biens. Il a 2 enfants légitimes et il a un enfant hors mariage. On va prendre un cas comme ça. Quand il décède, avant même qu'on parle de la succession, on dissout le régime. Donc déjà, entre lui et sa femme, les biens qu'ils auront en commun, c'est-à-dire tout ce qu'ils auront eu, les acquets, demain vous comprendrez pourquoi je dis acquets. On aura une vidéo dessus, les acquets, c'est-à-dire ce qu'ils auront eu en commun. On va diviser. On va scinder en fait la communauté d'abord, avant d'ouvrir la succession. Donc, on va dire que les 50% que M. Billet aura eu du partage de la communauté, plus ses biens propres, c'est-à-dire les biens qui étaient déjà dans lui, son patrimoine, c'est l'association de ces deux-là qui vont former maintenant le patrimoine qu'on va diviser entre les héritiers. Vous voyez. Donc, ce serait difficile de dire que le régime matrimonial influence sur la succession parce qu'on dissout le régime avant même de parler en fait de l'ouverture de la succession. Maintenant, après plusieurs années de vue, est-ce que Non, la concubine ne peut pas être considérée comme héritière. J'ai précisé qu'on parle ici du conjoint, c'est-à-dire celui ou celle qui est mariée à la mairie. C'est cette personne-là qui a l'appellation conjoint suivant. La concubine, par exemple, à contrario, si elle a eu un enfant et l'enfant est mineur, vu qu'elle est représentante légale du mineur, elle va pouvoir gérer, administrer les biens que le mineur va avoir durant la succession jusqu'à ce qu'il devienne majeur. C'est ça en fait, jusqu'à ce que l'enfant devienne majeur. Et quand l'enfant va devenir majeur, de plein droit, l'enfant maintenant aura le droit de réclamer en fait la gestion de ce patrimoine-là. Sinon, la concubine ne vient pas en fait en concours avec les enfants. Seul le conjoint survivant, c'est-à-dire la femme mariée ou le mari, va venir en concours avec les enfants. Je crois que j'ai répondu, mais il n'a pas fait de mariage civil. Non, en fait, Ophélie, ce qu'il faut comprendre, c'est que les descendants annulent le reste. C'est-à-dire que même si la personne n'est pas mariée, vous voyez, même si la personne n'est pas mariée et qu'il n'y a pas de conjoint survivant, c'est seulement les descendants qui héritent. Les parents ne viennent pas. Vous voyez, les parents ne viennent pas. Les parents viennent si et seulement si il n'y a pas de descendants et il n'y a pas de représentant à ces descendants-là. Dans ce cas précis, oui, les parents vont venir maintenant en concours avec le conjoint survivant. Maintenant, s'ils n'étaient pas mariés, on va partager ça entre les parents et les frères et sœurs. S'il n'y a pas de parents, on va partager ça aux frères et sœurs uniquement. S'il n'y a pas de frères et sœurs, les parents uniquement. Et maintenant, dans le cas où on aura tout épuisé, maintenant, on va aller vers les collatéraux ordinaires, c'est-à-dire les autres. Les oncles, les oncles, les tantes, jusqu'au 6e degré. C'est-à-dire, on va faire l'arbre généalogique et on va voir quels sont ceux qui pourraient alors hériter, vu que les prioritaires, c'est-à-dire les 3 premiers ordres, ne sont pas présents. C'est ça, en fait.
Donc voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous dire merci de m'avoir suivi. Et on se dira donc à une prochaine semaine. Je vous dirai potentiellement le prochain direct que je ferai. J'espère avoir été assez claire. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Donc merci à tous et bonne fête de Pentecôte à tout le monde.